Dans le panthéon des titans de l'industrie, on retrouve Rockefeller et ses marais de pétrole, ou encore Carnegie et ses montagnes d'acier, mais au sommet du podium trône fièrement John Pierpont Morgan. Sa ressource la plus précieuse, l'argent des autres. JP Morgan Chase, c'est le fruit du destin d'un génie, né au parfait moment dans la meilleure famille. Alors comment les planètes se sont-elles alignées pour engendrer la plus grande banque de tous les temps? Laissez-moi vous conter l'histoire du banquier qui voulait posséder le monde. « 1837. Dans une Amérique qui a encore tout à prouver, John Pierpont Morgan naît avec une cuillère d'argent dans la bouche. Son grand-père, le poète John Pierpont, lui transmet l'art de dominer une salle par les mots. Son père, Junius Spencer Morgan, est un financier respecté des deux côtés de l'Atlantique. Pour les connaisseurs, c'est l'associé du légendaire banquier George Peabody. Froid et exigeant, pour Junius, l'affection se méritait comme un dividende. Junius voyait en son fils un héritier à façonner, pas un enfant à chérir. L'éducation, la fortune et les connexions, tout était aligné pour créer un titan. Mais la richesse n'achète pas la santé. JP Morgan habite un corps fragile. Ses journées sont rythmées par la migraine, la scarlatine et des rhumatismes. Le pire, son nez. L'acné rosacée transformait son nez en une monstruosité rouge et violette qui ne cessait d'enfler. John ne sortait pas, de peur de subir les moqueries. À l'âge de 15 ans, son père l'envoie une année entière sur les îles Açores au milieu de l'Atlantique. L'objectif, laisser l'air marin le guérir, et ça marche. John revient de ce séjour fort et vigoureux. Seul son nez garde la même apparence. Ce sera à jamais son plus grand complexe et la raison pour laquelle il sera autant caricaturé. 1857. À 19 ans, issu d'une éducation de classe mondiale à l'université de Göttingen en Allemagne et fils d'un grand banquier, JP débarque à Wall Street dans la firme Duncan, Sherman et compagnie. Cette firme est un prestataire de l'entreprise de son père. Le job, écrire des rapports sur l'économie américaine et les envoyer à Londres chaque mardi et vendredi sans exception. C'est un peu comme moi avec Finari où je poste une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche qu'il pleuve ou qu'il vente. D'ailleurs, pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne. 1859. JP est envoyé en mission de routine à New Orleans pour observer le marché du coton. Au port, John tombe sur une scène inhabituelle. Un capitaine de navire a l'air visiblement paniqué. Le problème, l'acheteur de sa cargaison massive de café vient de se rétracter. Pour le capitaine, c'est une catastrophe. Pour JP, c'est une opportunité. Le capitaine est désespéré et est prêt à brader son café. JP connaît des torréfacteurs à New York qui paieraient bien plus cher. Il utilise donc les fonds de la firme, plusieurs milliers de dollars, pour acheter toute la cargaison sur le champ. Comme prévu, il la revend immédiatement à ses contacts à New York. Le profit est substantiel pour Duncan, Sherman et compagnie. Mais quand les associés, et surtout son père à Londres, apprennent ce qu'il s'est passé, c'est la fureur générale. Pour eux, peu importait les résultats, le risque était inacceptable. Un gentleman banquier ne joue pas au cow-boy avec l'argent des autres. John comprit ce jour-là qu'il ne serait libre qu'en s'émancipant de ces hommes prudents. À 24 ans, John fonde JP Morgan & Company, sa propre firme, ses propres règles. Mais il reste malin. Il continue d'agir comme agent de change pour la banque de son père à Londres. Le cordon n'est pas encore coupé. Il est juste rallongé. Avec son nouveau statut, les portes s'ouvrent. Dîner privé, club exclusif, la haute société new-yorkaise. John ne vendait pas juste des services bancaires, son vrai capital, c'est son réseau. À cette époque, pour bâtir une grande fortune, il fallait se trouver dans le bon salon. Et c'est dans un de ces salons que la vie de John allait de nouveau être marquée au fer rouge. Lors d'un dîner de la haute société new-yorkaise, John rencontre Amelia Sturgis, surnommée Mimi. Comme lui, Mimi venait aussi d'une grande dynastie bancaire. Elle comprenait ce monde, elle comprenait ses codes, elle comprenait ses pressions. Mais ce qui captive John, ce n'est pas son pédigré. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un le regardait au-delà de son nom, au-delà de son nez. John et Mimi sont vite devenus inséparables. Le mariage est prévu pour octobre 1861. Mais quelques mois avant le mariage, Mimi développe une toux. Persistante, sèche. Elle perd du poids, ses joues se creusent. Mimi voulait repousser le mariage, mais pas John. S'il devait la perdre, il voulait au moins l'avoir appelée sa femme. Octobre 1861. Comme prévu, le mariage a lieu. Mais ce jour-là, Mimi est si fragile, si affaiblie, qu'elle ne peut plus marcher seule. John doit la porter dans ses bras jusqu'à l'hôtel. Juste après le mariage, John prend une décision désespérée. Il emmène Mimi à Alger, sur la côte méditerranéenne. Il applique la même logique que son père à l'époque lorsqu'il l'avait envoyé aux îles Açores. Un climat chaud, l'air maritime, le repos complet. John engage les meilleurs médecins et veille sur elle jour et nuit. Mais rien n'y fait. La toux empire. Les médecins posent finalement le diagnostic. Mimi est atteinte de tuberculose. À l'époque, c'est une condamnation à mort.
4 mois après leur mariage, Mimi s'éteint dans les bras de John. Il a alors 24 ans. John ne se remettra jamais vraiment de cette perte. Ses proches racontent qu'une partie de lui meurt avec Mimi ce jour-là. Le jeune homme romantique qui écrivait des lettres passionnées et rêvait d'amour disparaît. À sa place, un banquier endurci, froid, calculateur, obsédé par le contrôle. Contrôler l'argent, contrôler les entreprises, contrôler son environnement. Parce qu'il ne pouvait pas contrôler la mort, John se jette corps et âme dans son seul refuge, le travail. Pendant que John pleure en privé, l'Amérique s'embrase en public. La guerre de sécession vient d'éclater. Pendant la guerre, certains combattent et d'autres profitent. John a compris qu'une guerre, c'est aussi une opportunité économique gigantesque. Le gouvernement a besoin de tout, uniformes, nourriture, armes. John commence à financer des transactions liées à l'effort de guerre. La plus controversée se nomme l'affaire des Carabine Hall. Je vous remets le contexte. En 1861, au début de la guerre, l'armée du Nord manque cruellement d'armes. Le gouvernement fédéral possède dans ses arsenaux 5000 Carabine Hall datant des années 1840. Ces armes ont donc 20 ans. Elles sont considérées comme obsolètes et dangereuses. Certaines ont même des défauts mécaniques. Le gouvernement décide donc de s'en débarrasser. Il les met en vente au prix de 3,50$ l'unité. Un groupe d'hommes d'affaires new-yorkais flaire l'opportunité. Arthur Eastman, un entrepreneur, forme un consortium. Il a besoin de capital pour acheter les 5000 carabines. Il va donc logiquement voir JP Morgan. John accepte de financer l'achat. Il prête l'argent au consortium contre intérêts et participation au profit. Le consortium achète les 5000 carabines pour 17 500$ au total. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 449 000$. Maintenant, voici le tour de passe-passe. Les carabines sont envoyées dans un atelier. On les nettoie, on répare les défauts mécaniques les plus évidents, puis on les revernit. Des ajustements mineurs, rien de révolutionnaire, mais suffisamment pour les rendre acceptables. Les Carabine Hall rénovés sont revendus ensuite à l'armée du Nord. Prix 22$ l'unité. Total de la transaction, 110 000$, soit 2,8 millions de dollars aujourd'hui. Plus de 600% de profit pour une opération entièrement financée par JP Morgan. Mais sur le champ de bataille, c'est la catastrophe. Les carabines s'enrayent et certaines explosent, blessant au passage des centaines de soldats. Dans la presse, on dénonce le scandale. À Wall Street, on salue l'opportunisme. La réputation de John est entachée, mais sa fortune, elle, a gonflé. Ce jour-là, il apprend une leçon cruciale. La morale ne paye pas, le capital, si. 1871, John a alors 34 ans. Sa fortune personnelle a grandi grâce au profit de la guerre de sécession et à une décennie de transactions financières. Mais il reste un joueur de second rang à Wall Street. Un nouveau tour du destin va lui permettre de changer cela. Anthony Drexel dirige Drexel & Company, l'une des banques les plus anciennes et respectées de Philadelphie. Mais il a un problème. Il vieillit et n'a pas d'héritier pour prendre sa relève. Drexel a entendu parler de JP Morgan, un jeune banquier audacieux qui a déjà fait ses preuves avec quelques coups brillants. Surtout, John a quelque chose que presque personne d'autre n'a à Wall Street, un accès direct aux capitaux britanniques via son père. À cette époque, il faut bien comprendre que l'Amérique manque cruellement de capitaux domestiques. Le pays est encore loin d'avoir la richesse de l'Europe. Pour financer les grands projets d'infrastructure, les chemins de fer, les usines, les mines, il faut des capitaux étrangers. Junius Morgan à Londres contrôle des dizaines de millions de livres que les investisseurs britanniques cherchent à placer. John, à New York, a le terrain de jeu américain devant lui. Drexel propose à John de fusionner les firmes, combiner l'expérience et la réputation de Drexel avec la jeunesse et les connexions londoniennes de Morgan. Drexel, Morgan & Company voit le jour en 1871. La combinaison est explosive. Le réseau américain de Drexel, le pipeline de capitaux européenne de Morgan. C'est cette institution que John dirigera dans les années qui suivent et qui sera rebaptisée JP Morgan & Co. après la mort de Drexel en 1993. Cette banque est le précurseur direct de JP Morgan Chase, aujourd'hui la banque la plus valorisée au monde. Mais en 1871, personne ne sait encore ce que cette alliance va produire. La première grande question, où investir tout cet argent ? La réponse pour John est évidente, les chemins de fer. Pour comprendre pourquoi John voit une opportunité massive dans les chemins de fer, il faut d'abord comprendre l'état catastrophique de cette industrie en 1871. Andrew Carnegie était en train de bâtir son empire de l'acier. Il consolide les aciéries, élimine la concurrence, crée un monopole vertical où il contrôle depuis les mines de fer jusqu'au rail fini. John D. Rockefeller fait exactement la même chose avec le pétrole. Il achète raffinerie après raffinerie, élimine les concurrents, impose ses prix. Ces deux titans ont compris que la consolidation et le monopole sont bien plus rentables que la concurrence libre. Mais les chemins de fer n'obéissent pas à ces lois. À cette époque, c'est l'industrie la plus importante d'Amérique. C'est ce qui permet de transporter les marchandises d'un bout à l'autre du continent. Les chemins de fer sont l'équivalent d'Internet au 19e siècle. L'infrastructure qui permet à tout le reste de fonctionner.
Avant les chemins de fer, déplacer du blé de Kansas vers New York prenait des semaines en chariot. Maintenant, ça prend quelques jours. Le problème, des dizaines de compagnies ferroviaires indépendantes ont été créées dans les années 1850 et 1860. Chacune a levé des capitaux pour construire ses propres lignes. Chacune opère selon ses propres standards techniques. Certaines voies font 4 pieds, 8 pouces de large, d'autres 5 pieds, d'autres 6 pieds. Les trains d'une compagnie ne peuvent littéralement pas rouler sur les rails d'une autre. C'est inefficace, c'est coûteux, c'est absurde. Pire encore, la concurrence. Sur la route entre New York et Chicago, 5 compagnies différentes s'affrontent. Toutes se battent pour le même client. Pour gagner des parts de marché, elles baissent leur prix. Une compagnie facture 10 $ pour transporter une tonne de blé, sa rivale va baisser à 9 $. La première est obligée de riposter et propose désormais 8 $. Et ça ne s'arrête jamais. C'est une guerre des prix destructrice. À la fin, toutes ces compagnies transportaient du blé à perte ou avec des marges ridicules. Elles ne gagnent pas assez d'argent pour entretenir correctement leurs rails. Résultat, les accidents ferroviaires se multiplient. Les trains déraillent parce que les voies ne sont tout simplement pas entretenues. Les investisseurs européens, qui avaient mis des millions dans ces compagnies, voient leur argent s'évaporer. Les actions des compagnies de chemin de fer vont s'effondrer en bourse. Certaines compagnies déclarent faillite. C'est ce chaos que John observe en 1871. Et là où les autres voient le désastre, lui voit l'opportunité du siècle. Sa vision est simple, consolider. Au lieu d'avoir 5 compagnies concurrentes qui se battent sur la même route en perdant de l'argent, il faut une seule grande compagnie qui contrôle toute la région. La vision est claire, maintenant, reste à l'exécuter. C'est là que John développe sa méthode qui deviendra légendaire. Étape numéro 1, identifier les compagnies ferroviaires en difficulté. John et ses associés analysent les bilans financiers de dizaines de compagnies ferroviaires. Ils cherchent celles qui sont sous-capitalisées, mal gérées, au bord de la faillite. Étape numéro 2, l'offre de sauvetage. John approche ces compagnies avec une proposition. De l'argent contre du contrôle. Il obtient des sièges au conseil d'administration et devient même souvent président. Grâce à cela, John peut désormais nommer et révoquer le PDG ainsi que les cadres dirigeants. Toutes les décisions stratégiques majeures doivent passer par lui. Les nouveaux emprunts bancaires doivent être arrangés par sa banque, moyennant évidemment une commission. Pour les compagnies en difficulté, c'est douloureux. Mais la seule alternative, c'est la faillite. Étape numéro 3, le nettoyage. Une fois qu'il a le contrôle, John commence par licencier les dirigeants incompétents. Parfois, ce sont les fondateurs eux-mêmes qui se font éjecter de leur entreprise. John les remplace par ses hommes. Des gestionnaires professionnels, loyaux à lui, qui exécutent sa stratégie sans discuter. Il passe en revue tous les coûts, il identifie les gaspillages, il ferme les lignes non rentables, il écrème le personnel superflu. Des milliers de personnes perdent leur emploi. Mais la compagnie devient rentable. Étape numéro 4, la standardisation. John impose des standards uniformes. Toutes les compagnies qu'il contrôle doivent utiliser le même écartement de voie, les mêmes locomotives pour simplifier la maintenance, les mêmes procédures opérationnelles et même le même système comptable. Étape numéro 5, la consolidation. Maintenant que John contrôle plusieurs compagnies ferroviaires dans la même région, il les fusionne. Les compagnies distinctes deviennent des divisions d'une seule entité massive. Les quartiers généraux redondants sont fermés, le management est fusionné, les achats centralisés et les économies d'échelle finissent par se matérialiser. Étape numéro 6, l'élimination de la concurrence. Il reste toujours quelques compagnies indépendantes qui refusent de se plier. John utilise alors une tactique impitoyable, la guerre des prix temporaires. Ces compagnies consolidées baissent drastiquement leurs tarifs sur les lignes où un concurrent indépendant opère. Étant solides, elles peuvent se permettre de perdre de l'argent pendant quelques mois parce qu'elles ont des réserves financières massives fournies par John. Le concurrent indépendant, déjà fragile, ne peut pas suivre. Au bout de quelques mois, il est au bord de la faillite. Étape numéro 7, recommencer ailleurs. La méthode fonctionne et John va l'appliquer région après région. À chaque fois, le même schéma, identifier, sauver, nettoyer, standardiser, consolider, éliminer, monopoliser. Cette méthode est si systématique, si redoutablement efficace qu'elle reçoit un nom, la morganisation. Le terme apparaît dans les journaux, dans les conversations à Wall Street. Il va même figurer dans des rapports au Congrès. Être Morganized signifie de passer sous le contrôle de JP Morgan, être restructuré selon ses principes et devenir une pièce de son empire. Les résultats sont spectaculaires. En 1900, John contrôle environ 8000 km de voies ferrées. Le capital européen, qui avait fui en masse les chemins de fer américains dans les années 60, revient en force dans les années 70-80. Investir dans un chemin de fer Morganized n'est plus un pari risqué. C'est un investissement stable, avec des rendements prévisibles, dans une industrie consolidée et rentable. Les banquiers de Londres et de Paris font littéralement la queue pour placer leur argent dans des projets approuvés par JP Morgan. Chaque transaction passe par lui. Chaque transaction lui rapporte une commission.
La morganisation, c'est ce qui sépare le légendaire JP Morgan de tous les autres financiers de son époque. Il ne veut pas juste prêter de l'argent ou être actionnaire passif, il veut contrôler. Ironie de l'histoire lorsqu'on connaît son passif. Pour lui, c'est de la folie de donner son argent à quelqu'un d'autre et d'espérer qu'il le gère bien. Sa philosophie, si je mets mon argent dans votre entreprise, je veux être sûr que vous n'allez pas tout gâcher. La seule façon d'en être sûr, c'est de contrôler moi-même les décisions. Souvent, John ne possède pas plus de 10% d'une entreprise donnée. Il a acheté juste assez pour entrer au conseil d'administration. Ensuite, dans chaque entreprise, il agit comme s'il l'avait fondée. John veut maintenant appliquer la morganisation à d'autres industries. L'acier, l'électricité et même les banques. Mais pour réaliser cette ambition, il faudra d'abord faire quelque chose que personne d'autre n'a encore jamais fait. Pour vous aider à gérer votre argent comme JP Morgan, j'ai créé Finari. Grâce à Finari+, vous débloquez les synchronisations illimitées, le mode famille, l'ensemble de nos scanners, notamment le fameux scanner de frais, et enfin, l'investissement dans l'app aux frais les plus bas. Pour les professionnels qui me suivent, grâce à Finari Pro, vous pouvez suivre votre holding, ses investissements et tous vos comptes pro. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran pour télécharger l'appli ou rendez-vous sur finari.com pour vous lancer. 1895. Le système monétaire américain repose sur le principe de l'étalon or. Chaque dollar américain peut théoriquement être échangé contre une quantité d'or physique. C'est cet étalon or qui confère la confiance dans le dollar. Au début de l'année 1895, plusieurs facteurs convergent. Des tensions avec l'Espagne inquiètent les investisseurs. En même temps, la faillite de grandes entreprises américaines mettent à mal les banques prêteuses. Le résultat est une ruée vers l'or. Tout le monde veut se débarrasser de ces dollars. Les réserves américaines tombent sous les 100 millions de dollars d'or, un seuil critique. Si la ruée continue ainsi, les réserves atteindront zéro en quelques mois et le dollar s'effondrera. Le président Cleveland convoque JP Morgan qui a tout de suite une solution. Il va réunir les plus grandes banques du monde, notamment sa propre banque et la banque Rothschild de Londres. Ce consortium va acheter au gouvernement américain pour 65 millions de dollars de bons du trésor à 30 ans. Mais il ne va pas payer en dollars, ils vont payer en or. 3,5 millions d'onces d'or physiques seront livrées directement au trésor américain. Mais John n'a pas fait ça par charité. Les bons du trésor achetés par le consortium étaient légèrement sous le prix du marché. Ils seront revendus plus tard avec du profit. On estime que cette unique transaction a fait gagner des millions de dollars à John et à ses associés. Mais sauver l'Amérique une fois ne suffit pas. Deux spéculateurs, Heinze et Morse, tentent de réaliser un corner sur les actions de United Copper. Un corner, c'est une technique de manipulation de marché. Elle consiste à acheter massivement des actions d'une entreprise pour pousser les vendeurs à découvert à liquider leur position. Pour arriver à financer l'opération, ils empruntent des millions à plusieurs banques. Mais leur plan échoue. La stratégie des deux spéculateurs devait rester secrète, mais elle s'ébruite. Heinze et Morse ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Les banques qui leur avaient prêté perdent des millions. Des milliers d'épargnants se précipitent pour retirer leur argent. L'une de ces banques, la Knickerbocker, n'a plus assez de liquidités. En quelques jours, elle va faire faillite. La panique se propage. Si Knickerbocker peut tomber, quelle banque est véritablement à l'abri ? En quelques semaines, les cours de bourse s'effondrent de 50%. Un scénario qui fait étrangement penser à la chute de Lehman Brothers en 2008. On dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Pour en apprendre plus, je vous laisse regarder cette vidéo. Le président à cette époque s'appelle Theodore Roosevelt. C'est l'oncle de Franklin Delano Roosevelt qui permettra des décennies plus tard aux États-Unis de surmonter la fameuse crise de 1929. Theodore Roosevelt déteste JP Morgan. Quelques années plus tôt, il a fait démanteler une holding ferroviaire créée par John. La haine entre les deux hommes est farouche, mais la crise est trop grave. Roosevelt met leurs différences de côté et convoque John. Le gouvernement met 25 millions de dollars à ses dispositions pour sauver le système bancaire. John P. Morgan appelle John D. Rockefeller, l'homme le plus riche d'Amérique. Rockefeller offre la moitié de sa fortune personnelle, des dizaines de millions de dollars. JP convoque alors une réunion d'urgence avec les présidents des plus grandes banques d'Amérique, les titans de Wall Street. Il présente son plan. Les grandes banques vont mettre leur argent en commun. Elles vont créer une réserve de liquidité et injecter du cash dans les banques qui peuvent être sauvées. Mais personne ne veut être le premier à engager son argent. Les négociations s'éternisent. Minuit, 1h, 2h du matin. La légende dit qu'à ce moment-là, John se lève, marche vers la porte et la verrouille de l'intérieur. Messieurs, vous ne sortirez pas tant qu'un accord n'aura pas été trouvé. Les heures passent. Finalement, un consensus émerge. La porte est déverrouillée, des millions de dollars sont injectés dans les banques en danger. En quelques jours, la panique s'arrête. Le système bancaire est sauvé. John a 70 ans. Il souffrait d'une grippe brutale pendant toute la crise, mais il n'a jamais arrêté de travailler. Lorsqu'il sort de sa résidence, la foule l'acclame. Mais la crise a révélé quelque chose de troublant. Voilà la deuxième fois que le destin des États-Unis dépend d'un seul homme, un banquier de 70 ans.
Depuis les années 1890, le mouvement progressiste prend de l'ampleur. Des réformateurs qui dénoncent les excès du capitalisme dérégulé, les monopoles, les barons voleurs. Des noms comme Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt sont devenus synonymes de cupidité et de pouvoir incontrôlé. Après 1907, le nom de Morgan rejoint cette liste et en devient même le symbole absolu. Rockefeller contrôle le pétrole, Carnegie contrôle l'acier, mais Morgan, il contrôle l'argent lui-même, le capital qui permet à toutes les autres industries de fonctionner. Les caricatures montrent John comme une pieuvre géante dont les tentacules enserrent l'économie américaine, ou comme un vampire suçant le sang du peuple. Le mouvement progressiste trouve un nouveau combat, démanteler le Money Trust. Au centre de ce trust, John Pierpont Morgan. John a 75 ans. Sa santé est déclinante. Ses accès de colère sont de plus en plus fréquents. Il reçoit une convocation, une assignation à comparaître devant une commission d'enquête du Congrès, le Peugeot Committee. Arsène Peugeot, représentant démocrate de Louisiane, préside un sous-comité chargé d'enquêter sur le Money Trust. Sa mission, déterminer si un petit groupe de banquiers contrôle de manière disproportionnée l'économie américaine. Mais tout le monde sait qui est la vraie cible. L'enquête révèle un réseau interconnecté de pouvoir. Les mêmes noms apparaissent encore et encore dans les conseils d'administration des grandes entreprises américaines. Décembre 1912, c'est au tour de John de témoigner. JP Morgan & Co. et les institutions financières contrôlées ou influencées par John et son réseau contrôlent 22 milliards de dollars d'actifs, soit environ 2/3 du PIB des États-Unis. Elle contrôle aussi 112 entreprises, parmi lesquelles les plus grandes du pays. John siège dans 72 conseils d'administration et ses associés dans 269 autres. Le rapport final, publié en février 1913, est accablant. Oui, un Money Trust existe. Oui, cette concentration de pouvoir est dangereuse. La même année, le Congrès crée la Réserve fédérale américaine. Pour la première fois, les États-Unis ont une vraie banque centrale. Plus jamais l'économie ne dépendra que d'un seul homme. Toute sa vie, John a souffert d'une santé mentale fragile. Des épisodes où il se confinait au lit pendant des jours, parfois des semaines. Des accès de colère tels qu'il ne pouvait plus travailler. JP Morgan a toujours collectionné les caricatures qu'on faisait de lui dans les journaux. Son nez restera à jamais son plus grand complexe, peu importe à quel point sa fortune grandissait. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de photos de lui. Certains psychiatres contemporains estiment que JP Morgan était en fait atteint de troubles bipolaires. Ces dernières années, il cherchait du réconfort dans l'excès, alcool en quantité massive et des douzaines de cigares par jour. JP Morgan possédait le Titanic à travers sa compagnie de transport naval. En 1912, il devait embarquer sur le voyage inaugural de ce géant des mers, mais annule au dernier moment. Le 31 mars 1913, John Pierpont Morgan meurt dans son sommeil à Rome à l'âge de 75 ans. La bourse de New York ferme jusqu'à midi en signe de respect. Sa fortune personnelle, 80 millions de dollars. Très loin du milliard de Rockefeller. Aujourd'hui, cette fortune vaudrait 2,6 milliards de dollars. C'est très loin derrière nos milliardaires français comme Vincent Bolloré, Xavier Niel et évidemment Bernard Arnault. La plupart des contemporains de John le croyaient au moins milliardaire, si ce n'est l'homme le plus riche du monde. Il ne l'était pas. Pourtant, son pouvoir et son impact dépassaient largement celui des plus grandes fortunes de l'époque. Son fils, JP Morgan Jr., va prendre la tête de la banque. Il continue l'expansion à travers des acquisitions, des fusions et des consolidations. Exactement comme son père lui a appris. Au fil des décennies, la banque continue de grandir. JP Morgan & Co. finira par fusionner par Chase Manhattan Bank pour donner naissance à JP Morgan Chase. Aujourd'hui, JP Morgan Chase est la plus grande banque des États-Unis par le total des actifs sous gestion. C'est aussi la plus grande banque du monde par sa valorisation boursière. En octobre 2025, JP Morgan Chase inaugure son nouveau QG à Manhattan, un gratte-ciel de 60 étages, le 6e bâtiment le plus haut de New York. Coût de l'opération, 3 milliards de dollars. Capacité, 15 000 employés. À sa tête, Jamie Dimon, le banquier le plus puissant du monde. Sous sa direction, JP Morgan est devenu la seule grande banque à avoir traversé toutes les crises depuis 2008 sans jamais faillir. Dimon applique la même philosophie que son prédécesseur d'il y a un siècle, contrôle absolu, prudence stratégique, vision long terme. Son héritier est non pas par le sang, mais par l'ADN. L'histoire de JP Morgan, c'est l'histoire de planètes qui se sont alignées. Des leçons apprises à la dure au moment où elles étaient nécessaires. C'est l'histoire d'une Amérique qui avait besoin de capitaux européens pour se construire. Pour certains, JP Morgan était un génie. Pour d'autres, un profiteur opportuniste. Ce qui est sûr, c'est que c'est une figure qui a prouvé une chose que peu avaient compris avant lui. Vous n'avez pas besoin de posséder le monde pour le contrôler. Si vous voulez comprendre comment une autre dynastie a bâti un empire encore plus durable, découvrez l'histoire des Rothschild, la famille qui finance l'Europe depuis plus de 200 ans.